Bienvenue à ce nouveau webinaire. Ravi de vous revoir après cet été. Donc, comme d'habitude, on fait un premier test. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la présentation, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me mettre le message dans le chat, s'il vous plaît? Alors, je sais qu'il y a un petit décalage, donc il faut que j'attende 2-3 petites secondes avant que vous me répondiez. Je n'ai pas de réponse, je suis inquiet, personne n'est là. Ah si, ça vient de se débloquer. Ok, et ben c'est bon pour vous, donc on peut commencer. Pour la plupart, je pense que vous êtes des habitués de nos webinaires. S'il y a parfois de nouvelles personnes, et ben bienvenue. Donc je vous rappelle que ces petites formations d'une demi-heure, ces petites informations tout du moins, sont faites un petit peu pour vous accompagner. Et depuis quelque temps, on a énormément de travail avec la mise en place de l'avenant 6, et donc il nous semblait important de revoir des points très particuliers. Ces petites informations étant d'une demi-heure, on est obligé de se concentrer sur un point très précis qui nous permet du coup de le traiter plutôt correctement. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai voulu vous parler de l'impact de l'avenant 6 pour le patient insulino-traité. Vous verrez, c'est pas une révolution, mais il y a quelques modifications qui sont importantes à maîtriser. Certaines ont été mises en place depuis le 1er janvier, d'autres depuis le 1er mai, encore d'autres depuis le 1er juillet. Donc voilà, on aura fini un petit peu de voir tous les impacts des mises en place aujourd'hui. Et pour les webinaires qui nous restent sur la fin d'année jusqu'au mois de décembre, j'essaierai dès que je le pourrai de vous faire un webinaire sur les modifications qui interviendront au 1er janvier 2021. Je n'ai pas pu le faire encore aujourd'hui parce que les circulaires d'application ne sont pas sortis. Donc j'attends absolument ces circulaires pour pouvoir vous donner des informations les plus justes possibles. Donc dès que la circulaire sera sortie, je vous ferai un webinaire sur ce qui vous attend au 1er janvier 2021. Donc voilà, comme d'habitude, eh bien, on va parler un petit peu de contenu assez rapidement. Je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés, les difficultés, les petits points précis qui vont changer votre façon de coder. Et je garderai un petit temps à la fin pour essayer de répondre à vos questions. Alors, bien entendu, vous êtes nombreux. Je pourrai pas forcément répondre à toutes les questions, mais j'essaierai de répondre au maximum à vos interrogations. Donc, on va commencer par un petit rappel sur l'article 5 bis de la nomenclature. Donc, c'est l'article concernant le patient diabétique insulino-traité. On reverra un petit peu les actes présents dans cet article et la particularité de ces cotations. Ensuite, on verra les actes cumulables avec la dépendance, puisque vous savez que depuis la mise en place du BSI au 1er janvier, pour les patients éligibles, donc cette année, les patients de plus de 90 ans, eh bien, il y a des modifications, il y a des actes qu'on peut aujourd'hui cumuler avec la dépendance. On fera ensuite un petit zoom sur l'analgésie topique, qui est un acte qui a été créé, qui a été également rajouté à l'article 5 bis du patient insulino-traité. Donc, ça a des conséquences au niveau de vos cotations. Et on terminera, comme je vous l'ai dit, par des questions-réponses. Donc, premier point, un petit rappel sur l'article 5 bis de la nomenclature. Donc, premier point, je vous avais déjà fait un webinaire là-dessus, mais je réitère l'information selon laquelle on parle bien d'un patient diabétique insulino-traité, puisque c'est le titre de cet article. Donc, tous vos patients qui ne sont pas insulino-traités, les patients qui sont sous ADO, uniquement sous ADO, antidiabétiques oraux ou sous incrétine, ce ne sont pas des patients insulino-traités, donc ils ne sont pas concernés par cet article. Donc faites très attention, ça c'est une restriction qui est importante et qui pourrait être grave dans le cadre d'un DU. Nos patients diabétiques, ça représente rapidement de l'argent, donc on va essayer de faire très attention à ça. Donc, je vous ai remis les différents articles qui sont présents dans les différents actes, pardon, qui sont présents dans cet article 5 bis. Donc, le premier, c'est celui qu'on appelle vulgairement le dextro, mais qui s'appelle surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite et ainsi de suite. Donc, cet acte est coté AMI1 ou AMX1. Dès lors qu'un article existe en AMX aujourd'hui, ça veut dire qu'il est
cumulable avec la dépendance. Donc, on reverra tout à l'heure les conséquences que ça a, comment on va le coter, mais c'est hyper important déjà qu'on sache que ce dextro existe en AMX, à savoir, il est cumulable avec la dépendance. Juste petit point que je vous rappelle, qui est important, vous n'êtes pas payé pour piquer le doigt des gens, vous êtes piqué pour lire le chiffre glycémique et pour adapter votre dose d'insuline. Je vous rappelle également qu'on n'adapte pas de dose d'insuline si on n'a pas de protocole, puisque cette modification ne peut se faire que sur protocole. Donc, on est payé pour lire le chiffre et adapter la dose d'insuline selon le protocole que le médecin a dû nous faire. Deuxième acte qui est présent dans l'article 5 bis, c'est l'injection sous-cutanée d'insuline, AMI1 ou AMX1. Donc, encore une fois, très important, cet acte existe en AMX, donc il est cumulable avec la dépendance. Donc, on verra au fur et à mesure. Je commence à voir passer des questions hein, pour ceux qui ont l'habitude. Vous vous étonnez pas. Je ne réagis pas parce que sinon, je perdrai totalement le fil de mon truc. Je répondrai à la fin. J'ai ma collègue Sabine qui est comme d'hab avec nous sur le webinaire et qui va compiler toutes vos questions et qui me les donnera à la fin pour que je puisse y répondre. Donc, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas perdues. Troisième acte présent dans cet article 5 bis, c'est la séance hebdomadaire de surveillance. Vous savez que pour vos patients insulino-traités de plus de 75 ans, vous pouvez réaliser une séance hebdomadaire de surveillance à condition qu'elle soit prescrite par le médecin et qu'elle soit tracée et bien entendu effectuée. Donc, dans cet acte, on vous explique tout ce que vous devez faire. Par contre, vous voyez que cet acte existe uniquement en AMI, c'est un AMI 4, donc il ne sera pas cumulable avec la dépendance. Bien que appartenant à l'article 5 bis, il ne sera pas cumulable. C'est une des erreurs qu'on est susceptible de faire. Parfois, on fait l'amalgame, on part du principe que tous les actes du diabétique seront cumulables avec la dépendance. Ce n'est pas vrai. Seuls ceux qui existent en AMI et en AMX le seront. Donc, cette séance de surveillance n'est pas cumulable avec la dépendance. Je reviens pas trop dessus, ça n'a pas changé. C'est toujours cette même surveillance dont je vous avais parlé lors du dernier webinaire. Et enfin, deux autres actes qui existent sur le 5 bis. Et ben, le pansement lourd et complexe. Alors, pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité, première restriction, nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuses et une détertion avec défibrillation. Donc, pour qu'un pansement soit cotable dans l'article du diabétique, il faut qu'il y ait tous ces éléments. Patient diabétique insulino-traité, conditions d'asepsie rigoureuse, détertion avec défibrillation. C'est hyper important. Les cotations, c'est AMI4 ou AMX4. Donc, il est bien cumulable avec la dépendance également, celui-ci. Et enfin, l'acte d'analgésie topique qui a été rajouté dans cet article 5 bis. C'est un article qui a été également rajouté à l'article 3 du chapitre 1 concernant les pansements lourds et complexes. Je vous l'avais présenté au moment où il a été créé sur les pansements. Donc, les règles sont les mêmes. Je vous rappelle que cette analgésie topique doit être prescrite. C'est au maximum 8 séances par épisode de cicatrisation renouvelable une fois, donc 8 séances maxi. Alors, c'est pas une restriction qui est due à l'aspect financier. Ça fait partie des recommandations des sociétés savantes de plaies et cicatrisation qui disent que l'utilisation d'analgésiques sur les plaies, ça a des conséquences. Donc, il faut en limiter le nombre. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est limité à 8 séances renouvelables une fois par épisode de cicatrisation. Je vous rappelle, avec la mise en place de l'Avenant 6, la définition pour la Sécu d'un épisode de cicatrisation, c'est il faut qu'il y ait 2 mois d'arrêt des soins entre 2 épisodes de pansement pour que ce soit considéré comme une récidive et qu'on puisse repartir sur 8 séances. Donc, il faut 2 mois d'arrêt de soins. Vous avez un patient, son ulcère se termine, vous l'avez fermé, il vous rappelle 3 mois après, vous repartez sur une nouvelle plaie et vous pouvez donc refaire 8 séances d'analgésie topique. Mais on va revenir dessus, on va le détailler tout à l'heure pour voir un petit peu comment on le compte. Et cet acte se code bien AMI 1,1 ou AMX 1,1, donc de la même façon, cet acte est cumulable avec la dépendance. Voilà, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur les AMX. J'espère que pour vous, c'est relativement clair, parce qu'on ne pourra pas revenir sur la totalité, mais j'avais fait déjà pas mal de webinaires sur la mise en place de ces AMX. Et enfin, la particularité de cet article 5 bis, c'est que tous les actes que je viens de vous citer sont cumulables en entier
en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. C'est hyper important, mais contrairement à certaines idéologies qui se baladent, non, ce ne sont pas tous les actes qui concernent le diabète, ce sont uniquement les actes qui sont cités dans cet article 5 bis du chapitre 2, qui sont cumulables en entier. Donc ces actes chez un patient, je dirais classique, sans prise en charge dans le cadre de la dépendance, eh bien, on crée une parenthèse dans laquelle on peut mettre ces actes-là, on les additionne en entier. Dans le cadre de la dépendance, effectivement, on verra entre des actes qui sont cumulables en entier, d'autres qui sont cumulables en demi, bah pareil, on pourra créer des parenthèses qui nous permettront de cumuler plusieurs actes. On va revenir dessus ensuite. Donc, les actes cumulables avec la dépendance, donc je vous ai fait une petite liste avec 2 actes à chaque fois, 4 au total, et il y en a certains que j'ai mis comme étant respectueux de l'article 11b5 des dispositions générales et les autres qui sont dérogatoires. Alors, je vais revenir un petit peu dessus puisque cet article 11b5, je vous en ai déjà parlé, mais c'est important à ce moment-là que je vous en reparle. Jusqu'à aujourd'hui, on parlait uniquement de l'article 11b des dispositions générales. L'article 11b des dispositions générales dit que lorsqu'au cours d'une même séance, il y a plusieurs actes infirmiers qui sont réalisés, le premier, le plus cher, est en entier. Le second est à moitié prix, tous les autres sont gratuits. Ça, c'est l'article 11b. La mise en place de l'avenant 6 et notamment du BSI a permis la création de l'article 11b5 qui ne dit pas l'inverse du 11b, mais qui apporte une explication. Je vous le fais en le résumant un petit peu, cet article. Je vous demande juste à ce moment-là un petit peu d'attention, c'est un peu complexe, mais vous allez comprendre, j'en suis sûr. Qu'est-ce que dit l'article 11b5? Il dit que lorsque vous êtes dans le cadre de la dépendance, lorsqu'un acte infirmier existe en AMX, il est cumulable avec la dépendance à 50%. Ça, c'est la règle générale. Dès lors qu'un AMI existe en AMX, il est cumulable avec la dépendance, donc BSI, enfin BSA, BSB, BSC, IFI ou AIS3. Donc, dès lors qu'il existe en AMX, il est cumulable à demi. C'est la règle générale. À l'exception des actes dérogatoires qu'on connaît depuis longtemps, qui sont, eux, cumulables en entier. Ces actes dérogatoires, vous les connaissez tous et toutes depuis très longtemps. C'est ceux qui sont cités dans l'article sur la DSI ou sur le BSI, à savoir le pansement lourd et complexe, la perfusion, l'article 5 ter de surveillance du patient insuffisant cardiaque ou BPCO, et depuis la mise en place de l'avenant 6, la ponction veineuse. Donc, je reprends. Lorsque vous allez chez un patient dans le cadre de la dépendance et que vous avez, au cours de ces séances liées à la dépendance, des actes médico-infirmiers qui sont prescrits et qui sont réalisés en plus. Vous allez voir dans un premier temps si ces articles existent en AMX. S'ils n'existent pas en AMX, le problème est résolu. Ils sont inclus dedans, vous n'avez pas à les coter. S'ils existent en AMX, partez du principe qu'ils sont cumulables à demi. Vous allez ensuite vérifier s'ils font partie des actes dérogatoires, à savoir pansement lourd et complexe, perfusion, article 5 ter, patient BPCO ou insuffisance cardiaque, et la ponction veineuse. S'il fait partie de ces actes, il est en entier, sinon, il est en demi. Donc, par rapport à ce principe-là, dans l'article 5 bis, nous avons 2 actes qui sont cumulables en respectant l'article 11b5, à savoir la surveillance et l'observation d'un patient diabétique insulinotraité, machin, j'ai mis des petits points, ça passait pas, qu'on appelle le dextro, et l'injection sous-cutanée d'insuline, qui existe bien en AMX et qui suivent la règle du 11b5, c'est-à-dire qu'ils sont cumulables avec la dépendance, mais à moitié. Vous allez chez un patient qui a moins de 90 ans, vous réalisez un AIS3, vous faites dextro-insuline chez ce patient, eh bien, vous pouvez aujourd'hui vous coter un AIS3 plus, entre parenthèses, AMX1 plus AMX1, dextro-insuline, le tout sur 2, puisqu'on respecte la règle. Et 2 autres actes qui, eux, sont dérogatoires à l'article 11b5, puisqu'ils appartiennent à l'article sur les pansements lourds et complexes, qui est dérogatoire. Donc, le pansement lourd et complexe du patient diabétique insulinotraité avec des conditions d'asepsie rigoureuse, avec des fibrinations, cet article-là existe en AMX 4 et il est dérogatoire, donc il sera en entier. L'analgésie topique,
pareil, même si ce n'est pas un pansement à proprement parler, il est dans l'article 3 du chapitre 1 du pansement lourd et complexe, donc il fait partie des actes dérogatoires. Donc l'AMX 1,1 pourra se cumuler en entier avec la dépendance. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu complexe, mais gardez bien ce principe-là. Lorsque vous cotez vos séances de soins infirmiers, allez voir si votre acte existe en AMX. Partez du principe que s'il existe en AMX, il est à demi. S'il est dérogatoire, il est en entier. Voilà. Certains, effectivement, dans les formations, parfois on me dit c'est encore une lettre supplémentaire, ça nous rend encore les choses plus difficiles. Bien non, là pour le coup, je trouve que ça rend les choses un petit peu plus faciles parce que avant on se disait toujours est-ce que c'est dérogatoire, pas dérogatoire, on n'en savait rien. Aujourd'hui, on va simplement vérifier si cet acte existe en AMX. Lorsque vous avez des doutes comme ça, je vous conseille d'aller télécharger la nomenclature sur le site Amélie. Au moins, vous êtes sûr qu'elle a toujours été mise à jour, puisqu'il y a, vous savez, plein de modifications qui interviennent au fur et à mesure. Donc, c'est important d'aller télécharger la dernière version de la nomenclature pour être sûr de ne rien zapper. Voilà, pour les actes qui sont cumulables avec la dépendance. Et je vous dis un petit mot également de l'analgésie topique, donc qui a été rajouté à l'article sur les patients diabétiques insulino-traités. Donc, tout ça vous permet de coter ça dans le cadre de la dépendance en entier. Donc, cette analgésie topique, c'est un AMI 1,1 qui existe bien en AMX. Je vous rappelle les règles de cotation pour l'analgésie topique. 1, il faut que ce soit prescrit, bien entendu. 2, il faut que ça concerne un ulcère ou une escarre. Ulcère ou escarre, c'est marqué comme ça dans la nomenclature. Donc, on garde ça, ulcère ou escarre. C'est cotable avec la dépendance. Donc, c'est cotable soit en même temps que le pansement, soit à distance du pansement. Il nous a été donné la possibilité, chez un patient chez qui vous passez faire un pansement de ce style-là, vous pouvez passer une première fois pour enlever le vieux pansement, mettre votre analgésie topique, mettre en attente et revenir une demi-heure après. Dans ce cas-là, vous pouvez vous coter un AMI 1,1 plus MAU plus IFD pour votre premier déplacement et vous passez une demi-heure, 3/4 d'heure après et à ce compte-là, vous vous cotez un AMI 4 plus MCI plus IFD. Vous avez la possibilité de vous le coter au cours de la même séance. Et là, vous pourrez coter ces deux articles en dérogation à l'article 11b, c'est-à-dire en entier. Si voilà, vous arrivez chez votre patient, vous enlevez le vieux pansement, vous mettez votre analgésie topique. Les 20 minutes d'attente pour que l'analgésie soit efficace, vous remplissez le dossier de soins, vous avez d'autres choses à faire, vous restez sur place. Et bien là, vous vous coterez un AMI 4 plus 1,1 en entier, plus la MCI, plus l'IFD. OK. Et donc, du fait que ces actes-là soient cumulables dans le cadre de la dépendance, eh bien, vous pourrez tout à fait, aujourd'hui, vous les cumuler en entier. Si vous avez un patient chez qui vous faites une séance d'AIS 3, vous avez chez ce patient un pansement lourd et complexe avec une analgésie topique, eh bien, vous arrivez, vous enlevez le vieux pansement, vous mettez l'analgésie topique. Pendant que l'analgésie fait son effet, vous faites les soins que vous avez à faire dans le cadre de votre AIS 3. À la fin de vos soins, vous réalisez votre pansement lourd et complexe. Et bien là, vous pourrez vous coter un AIS 3 plus un AMX 4 plus 1,1 dans une parenthèse en entier, puisque ces actes sont cumulables entre eux en entier et qu'ils sont en plus cumulables en entier avec la dépendance. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc je vous prends l'exemple de l'AIS 3, mais bien entendu que ma réponse est la même avec un IFI. Ce patient, le même patient que je viens de vous décrire, il a plus de 90 ans. Vous avez pour ce patient un BSB avec un IFI le matin, eh bien vous vous coterez ce BSB plus cet IFI, plus cet AMX 4 plus 1,1 dans une parenthèse, le tout en entier. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est moins 10, c'est très bien. Donc, j'espère que ça a été clair. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à vos questions. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous ai remis nos formations qu'on vous propose en fonction du financement, des PC ou FIFPL. Donc, j'essaye toujours de raccrocher à mes webinaires les formations qui sont intéressantes. Je n'aurais même plus vous rajouter la formation Play. J'ai oublié.
expliquer pour tout vous dire, mais sachez qu'elle existe. Donc, vous pouvez faire la formation nomenclature, BSI, où on va vous parler de ça, et la formation diabète, bien entendu, où on va aborder ces problèmes-là. Hein. Donc, voilà ce que je voulais vous redire. Donc, ce n'est pas une révolution au niveau du patient diabétique insulino-traité, mais il y a quand même quelques modifications, et notamment le dextro-insuline, qui aujourd'hui sont cumulables avec la dépendance, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'on a pas mal de patients qui sont concernés, qu'on a dans le cadre de leur dépendance et chez lesquels on réalise également des dextro-insulines. Donc voilà, donc il me reste du temps pour répondre à vos questions, donc c'est super. Donc ma collègue me passe, regardez, sa petite feuille avec toutes les questions que vous avez posées. Donc je vais essayer d'y répondre tout de suite. Est-ce que la MI3 de soins de trachéo existe en AMX? Alors, je vais répondre en deux temps à cette question. Je vais répondre classiquement, je vais vous répondre non. Elle est bien cette réponse, mais pour moi, elle n'est pas suffisante parce que je ne suis pas toujours avec vous. Donc, je vais vous donner un conseil, c'est lorsque vous avez des questions comme ça, téléchargez vraiment la nomenclature sur la Mélie et vous allez vérifier à chaque fois. Et plus vous prendrez l'habitude d'aller vérifier, plus vous saurez ces choses-là. Parce qu'effectivement, on se pose toujours la question, et au moins avec la création des AMX, eh bien c'est génial parce qu'il suffit d'aller voir la nomenclature et en 3 secondes, on sait si cet acte existe en AMX ou pas. Soins de trachéo n'existe pas en AMX, pas cumulé avec la dépendance. Voilà, c'est très simple. Avec les AIS-3, a-t-on les mêmes cumuls qu'avec les BS? Oui, depuis la mise en place du BSI, c'est-à-dire le 1er janvier 2020, et jusqu'à la date de généralisation, c'est-à-dire le 1er janvier 2023, date à laquelle la DSI va disparaître, pendant ces 3 ans, les communications de la Caisse ont été très claires, les règles de cumul sont les mêmes. Les règles sont les mêmes entre le patient non éligible qui reste en DSI avec des AIS-3 et le patient éligible, plus de 90 ans cette année, qui passe en BSI. Les règles sont les mêmes. Et je réinsiste dessus, je vous l'ai dit plusieurs fois pendant les webinaires, mais je me permets de vous le redire. Depuis le 1er janvier 2020, vous devriez, chez vos patients que vous avez en AIS-3, utiliser les AMX. Pourquoi la Sécu a créé les AMX? Pour pouvoir quantifier ce que lui coûte la dépendance. Donc, depuis le 1er janvier 2020, la Sécu voudrait que nos patients dépendants, quel que soit leur âge, on utilise les AMX. Fait-on un BSI pour les AIS4? Alors ça, c'est une question récurrente qui n'a pas grand-chose à voir là-dedans, mais je vais y répondre quand même. Oui, on avait l'habitude de faire les AIS4, qui était la séance de surveillance hebdomadaire. Donc, pour nos patients dépendants de plus de 90 ans, ben aujourd'hui, oui, il faut passer au BSI. Et je ne vais pas refaire la formation, mais au niveau du BSI, à la fin, c'est vous qui décidez de votre plan de soins. Donc, ça vous demande le nombre de passages par jour, le nombre de jours par semaine. Donc, vous mettez un passage par jour, 1 jour par semaine. Donc, ça va vous donner un BSA, le plus souvent, qui sera cotable une fois par semaine avec un IFI et qui, du coup, remplacera votre AIS4. Peut-on cumuler la séance hebdo avec le BS? Non, vous avez vu, il y a une restriction dans la définition de votre... Je reviens dessus. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver plus rapidement, mais il y a une restriction dans la définition de notre séance hebdomadaire. Donc, ça va être celle d'après encore. La cotation de cet acte, la dernière ligne, hein, la cotation de cet acte ne se cumule pas avec une prise en charge dans le cadre de la démarche de soins infirmiers prévue au titre 16, chapitre 1er, article 11. Donc, on ne peut pas cumuler AMI4 et AIS4. Parce que ça revient au même, c'est de la surveillance. Donc, on ne va pas dire qu'on passe un jour pour faire la surveillance classique et un autre jour pour faire la surveillance du patient diabétique. Ça ne serait pas forcément très logique. Pansement lourd et complexe. Est-ce que ça doit être précisé sur l'ordo ou déterminé par l'IDEL? Alors, vous savez qu'on a nos actes remboursables par la Sécu. Il est dit que ces actes doivent être prescrits. Donc, j'ai envie de dire, plus la prescription du médecin sera précise, moins ça vous posera de soucis à vous pour vous expliquer en cas de contrôle. Malheureusement, on le sait, les médecins connaissent pas notre nomenclature, comme nous on connaît pas la leur, et c'est très difficile de leur faire prendre cette habitude-là. Donc, si toutefois vous aviez une ordonnance d'un médecin qui ne soit pas suffisamment précise, eh bien, c'est à vous de vous assurer que vous ayez
en votre possession la possibilité de vous défendre en cas de contrôle de la Sécu. Voilà, un médecin qui vous aurait juste mis pansement pour un patient, bah, si vous estimez, vous dites que c'est un pansement lourd et complexe parce qu'il répond à une définition stricte, eh bien, vous avez un dossier de soins avec des évaluations de plaies, avec plus ou moins des photos. Comme ça, ce sont des éléments que vous pouvez tout à fait fournir à la caisse en cas de contrôle. Voilà. Donc, l'idéal, oui, c'est que le médecin prescrive pansement lourd et complexe avec conditions d'asepsie rigoureuses, machin. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de garder toute pièce vous permettant de vous justifier en cas de contrôle. Quels actes existent en AMX? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller voir dans la nomenclature. S'ils ont créé ça, je pense que c'est que régulièrement, ils vont rajouter des actes en AMX. Donc aujourd'hui, quels sont les actes qui existent en AMX? Ben, ceux qui existaient avant, les actes dérogatoires, donc pansement lourd et complexe, perfusion, article 5 ter, l'AMI 5,8, donc AMX 5,8, et la ponction veineuse, AMI 1,5, qui existe en AMX 1,5 et ont été rajoutés courant d'année 2020, eh bien, la sous-cute, l'intramusculaire, l'intradermo, le dextro et l'injection d'insuline. Voilà aujourd'hui, mais vous me poserez la question dans 6 mois, ma réponse ne sera pas la même parce qu'il y aura certainement de nouveaux actes qui auront été créés en AMX. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous invite à aller voir régulièrement la nomenclature. AMX, que BSI ou aussi AIS? J'ai répondu, donc AIS 3, je précise bien, les communications de la caisse sont claires par rapport à ça. Les AMX s'utilisent avec le BSI et les AIS 3. Si vous avez un patient en AIS 4, moins de 90 ans, non éligible au BSI, on continue avec la DSI et la cotation de cette AIS 4, mais on continue avec les AMI parce que les règles de cumul ne sont pas les mêmes. Vous savez qu'avec la IS4, on suit les règles de cumul habituelles, donc la IS4 en entier et l'acte d'après en demi. BS plus perf plus pansement lourd plus dextro-insuline gratuit. Je ne comprends pas trop la question. Alors, la cotation, c'est BSI. Je demande à ma collègue. Donc, il faut un IFI. Donc, dans le cadre d'un BF, votre collègue me demande si en plus je fais une perf, un pansement lourd et complexe et un dextro-insuline, comment je cote? Eh bien, il y a 2 actes dérogatoires, donc la perfusion et le pansement, mais je ne peux qu'en coter qu'un. Donc, je vais choisir la MX 9, par exemple, si c'est une perf de moins d'1 heure que je coterai en entier. Et le pansement va passer en demi, donc je le coterai à MX 4 sur 2. Et donc, du coup, comme le dextro-insuline serait normalement en demi aussi, étant donné que j'ai la MX4 déjà qui est en demi, eh bien, effectivement, le dextro-insuline devient gratuit. Gardez toujours le principe de cotation, quelles que soient les dérogations ou tout ça, avec un BSI ou avec un AIS3, vous pouvez toujours compter au maximum un acte en entier et un acte en demi. Alors, quand je dis un acte, ça peut être une parenthèse si on a une dérogation pour qu'ils se mettent ensemble. Mais sinon, on ne garde toujours qu'un acte en entier, un acte en demi. Voilà, j'espère avoir répondu à ces questions-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh là là, il y a un deuxième papier qui arrive, oups, qui est tombé d'ailleurs. Alors, depuis quand tout cela est-il cotable? Alors, pour les AMX, c'est 1er janvier 2020, date à laquelle a été mis en place le BSI. Et pour les nouveaux actes, donc dextro, insuline, sous-cute, IM et intradermo, c'est 1er mai 2020. 1er mai 2020, ces actes sont cotables en entier. En demi, pardon. En demi. Les AMX, sous-cute, tout ça, c'est en demi. Pour les diabétiques non insulinodépendants, il y a ceux qui sont sous antidiabétiques oraux et ceux sous quoi, je n'ai pas compris. Les incrétines, Victoza par exemple, Victoza biduréon, ce sont des incrétines, donc ce ne sont pas des insulines, ce sont des injections. On appelle ça des incrétines, ce sont des incrétinomimétiques en fait, mais ce ne sont pas des insulines. Alors étant donné que le 5 bis s'appelle patient diabétique insulino-traité, si ce n'est pas une insuline, eh bien, on ne peut pas utiliser cet article. Ce sont les incrétines. Avec la IS3, que les pansements lourds et complexes ou tous les pansements? Que les pansements lourds et complexes.
Je vous rappelle que la liste des pansements lourds et complexes, vous l'avez dans l'article 3 du chapitre 1. Vous avez une liste exhaustive des pansements lourds et complexes. Pansement d'ulcère de plus de 60 cm², pansement de brûlure de plus de 5% de la surface corporelle, pansement de brûlure de plus de 2% de la surface corporelle à la suite d'une radiothérapie, pansement de matériel prothétique extériorisé, pansement méché, pansement, enfin voilà. Vous en avez 8 ou 9, je crois, hein, vous avez la liste, donc c'est à vous d'aller voir si ce sont des pansements qui sont cumulables. Janvier 2021, BSI pour les plus de, point d'interrogation, plus de 85 ans. À partir du 1er janvier 2021, seront éligibles tous les patients de plus de 85 ans. Voilà. Reste-t-il quelques petites questions? Alors, pour les AIS4, alors, attendez. Pour les AIS4, 6 patients de plus de 80 ans. Non. Pourriez-vous réexpliquer pour les AIS4 SVP? Je n'ai pas compris. 14h58. Alors, 14h58. Je ne la vois pas. Pourriez-vous réexpliquer pour l'AIS4, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Mais quoi par rapport à l'AIS4? Une fois par jour, quand même. Une fois par semaine. Ah, pour le BSI, lorsque vous avez un patient qui passe, enfin qui vient d'avoir 90 ans, chez qui vous étiez en DSI avec un AIS4, bien vous demandez une ordo de BSI à votre médecin. Je vous rappelle que pour déclencher un BSI, une ordo marquée BSI suffit, ou bilan de soins infirmiers. Et à ce compte-là, vous remplissez votre BSI dans le cadre de votre surveillance, hein, puisqu'un patient chez qui vous passez une fois par semaine, ben, vous ne prenez pas tout en charge, vous prenez que de la surveillance. Mais dans le BSI, il y a plein d'actes concernant la surveillance. Et à la fin, dans votre plan de soins sur Amélie Pro, dans votre plan de soins, vous déciderez de prendre un passage par jour, une fois par semaine, ce qui vous donnera le droit de vous compter un forfait une fois par semaine avec un IFI associé. C'est bon. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai à peu près répondu. Je suis désolé s'il y a des questions qui sont passées à l'as, mais je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. Je suis malheureusement pris par le temps. Vous savez, hein, je vous le rappelle, ces webinaires sont entièrement gratuits pour vous, pas pour nous. Donc, on est obligé de respecter l'heure. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre attention. Comme d'habitude, j'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes concernant la gestion du diabète. Je reprendrai contact avec vous dès lors que j'aurai décidé de la date du prochain webinaire. J'espère pouvoir le faire sur toutes les modifications qui interviendront le 1er janvier 2021. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je trouverai forcément un sujet sur lequel je pourrai faire ce webinaire afin de vous faciliter un petit peu la vie. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.